France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il était fou d'Elsa Triolet et il disait ceci. Que vous preniez le roman inachevé, que vous preniez Elsa, les poètes ou le fou d'Elsa, qui pourrait nier qu'ici et là, s'il est une rumeur fondamentale, elle est rumeur d'Elsa. Je n'ai pas essayé de la travestir, car même dans un poème-roman comme Le Fou d'Elsa, où l'histoire est pliée à mon gré, où le thème semble au départ être des temps de la chute de Grenade, de la fin du XVe siècle, toute exaltation, toute morale sont nom d'une imaginaire Elsa, mais de l'Elsa réelle du XXe siècle. Le Fou d'Elsa est une revendication de ce scandale, le scandale de parler d'une femme vivante, et la sienne, ce qui est intolérable, n'est-ce pas ? C'est un scandale, et ce scandale est le mien, à la face des sots, des hypocrites et des sourds. Je ne sortirai jamais de ce scandale, et sans lui, rien de ce que j'écris, de ce que je pense, de ce que je suis, n'a de sens ni de réalité. Dire ce qu'on pense, c'est être libre. Ma liberté, c'est de parler d'Elsa. Ainsi parlait Louis Aragon. Au début de l'année 1964, quelques mois après la parution du Fou d'Elsa, Francis Crémieux s'entretenait avec Aragon dans une série de 10 émissions. Dans la 10e et dernière d'entre elles, Elsa poussait la porte et entrait dans l'entretien. La RTF vous propose Entretien avec Aragon, une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, Elsa entre dans l'entretien. Nous voici arrivés au terme de nos entretiens. Je m'aperçois que j'aurais pu vous poser bien d'autres questions, mais peut-être un jour nous retrouverons-nous pour une autre série. Il faut m'excuser, il y a beaucoup de mois, j'étais constamment entraîné dans des diversions, mais cela tient, comme nous le disions, à mon âge, et j'ai ma vie derrière moi. Je suis harcelé par les questions que celle-ci soulève, que je soulève rien qu'à respirer. Tout au moins, nos entretiens ont-ils eu ce caractère d'être centrés sur mon dernier livre, sur le Fou d'Elsa. Oui, ils ont été centrés sur le fou, mais tout de même, je trouve qu'on a assez peu parlé d'Elsa. C'est un fait, et j'en suis responsable, et je prends votre reproche comme il vient. Mais c'est que ce livre m'a échappé, comme cela arrive déjà du fait seul de publier un livre. Il prend le visage du typo, du fait de l'écriture, de l'éditeur ensuite, après quoi il peut tomber dans le silence comme une pierre qui ne fait que des halos. Ou bien, et c'est le cas du mien, c'est le critique qui lui donne son visage. La critique a été abondante et dans l'ensemble, 2 feuilles de gauche mises de côté, cette fois-ci je me reconnais dans le miroir qu'on me tend. Je ne dis pas cela pour les éloges, mais pour le fait que presque partout on a vu l'essentiel de ce livre, philosophiquement parlant. Pourtant, je vois bien qu'il y a un sujet sur lequel j'ai dû tout à fait insuffisamment m'exprimer, m'expliquer, et il me faudra donc y revenir. Dans un très intelligent article de la presse de province, un de mes critiques dit que désormais Elsa va occuper sa place aux côtés d'Elvire et de Laure. Je ne saurais le lui reprocher, et ce résumé des choses, j'y ai, il faut bien l'avouer, une grande part de responsabilité. Mais à vrai dire, Elvire, et même Laure, pour Lamartine, et moins pour Pétrarque, si elles étaient sans doute des femmes vivantes, dans leurs poèmes n'étaient que des thèmes. Il en va tout autrement d'Elsa. Et je ne suis pas sûr qu'un critique parisien ait tout à fait raison de s'étonner qu'on ne la voit pas dans le poème. Mais je comprends son sentiment, car mon intention profonde tient à ce qui pour moi rend Elsa incomparable aux créatures mythiques des poètes. Elsa n'est pas un mythe, mais un être de chair et d'esprit,
mais l'essentiel de ma vie enfin. L'être qui éveille en moi la pensée si souvent qui n'est que reflet de la sienne, et, comme j'y insiste toujours, une femme réelle et socialement définie par l'activité qui est la sienne, l'écriture, et l'importance aux yeux de qui sait lire, comme aux miens, de ce qu'elle écrit par ce qu'elle dit. Je me rappelle que vous avez écrit un poème dans le Cantique Elsa qui s'appelle « Ce que dit Elsa ». Alors, au fond, c'est vrai, dans ce titre, ce n'était pas un moyen d'exposition. Non, ce que dit Elsa est un chapitre du Cantique écrit en 1942 ou 41, je ne me souviens plus, au moment où il s'agissait de passer, ce n'était pas sans difficulté, de la poésie de la défaite à celle de la résistance. Et ce que je mets ici dans la bouche d'Elsa, ce ne sont que mes mots, je veux dire la forme, parce que pour ce qui est le fond, le contenu, c'est en réalité un récit très fidèle d'une conversation entre nous, peut-être différemment, mais pour l'essentiel, Elsa me l'a dit. Depuis cette époque, j'ai multiplié dans mes écrits les références à l'œuvre d'Elsa, et le final du roman inachevé n'en est qu'un exemple. Mais là, dans le poème même, ce sont les romans d'Elsa qui font leur entrée, avec celles que j'appelle ses créatures, les femmes de ces romans, qui sont des images, et cela pour d'autres que moi, inoubliables, et comme des flammes de ce temps qui fut le nôtre. J'ai essayé d'appuyer ce que je disais autrement que par des vers. Quand il y a, je crois, environ 5 ans, j'ai préfacé une anthologie réunie par moi, qui s'appelait Elsa Triolet choisie par Aragon, dans le temps même de mon poème Elsa. Mais avec les années, ces images nées d'Elsa se sont accrues des livres de l'âge de nylon, des manigances. Le dernier livre de l'âge de nylon, L'âme, a joué un rôle décisif sur l'écriture du fou d'Elsa, qui se faisait pour une grande part, tandis qu'Elsa elle-même montrait les pages fraîches de son livre. Les critiques ont souligné dans le fou, comme un élément essentiel et nouveau dans mon œuvre, que je me sois approché autrement que jamais de certains problèmes spirituels. Comment ne voit-on pas que c'est là une réflexion qui naît de l'âme? Ce mot n'a jamais été maudit de mon vocabulaire, comme souvent ce qu'on appelle la libre pensée s'y contraint. Mais depuis 47 ans que je publie, c'est bien le bout du monde si on le trouve dispersé, çà et là, 5 ou 10 fois dans mes œuvres. Peut-on croire que ce soit hasard, que non seulement ce mot apparaisse au moins une 30aine de fois, vous savez, je n'ai pas compté, dans le fou, et surtout que le problème même de l'âme, pour un anti-mystique comme je le suis et comme l'est mon fou, y soit, au-delà des mots, constamment soulevé. Ce n'est pas simplement que par hasard, comme une fleur cueillie en passant qu'une femme vous tend, qu'Elsa m'a fait tourner les yeux vers ce problème. C'est que son roman, L'âme, est en réalité la mise au point moderne d'une interprétation toujours jusque-là évitée ou rejetée par une trop simple négation, d'un problème essentiel pour l'humanité tout entière. Je ne peux comprendre qu'aucun critique n'y ait songé parlant du fou, que par le fait seulement d'une insuffisance de précision dans mon langage, et donc j'en prends sur moi l'entière responsabilité. Permettez-moi de prendre moi aussi une responsabilité. Permettez-moi de traverser la pièce qui sépare votre bureau de celui d'Elsa et lui demander de venir participer à ce dernier entretien. Et je vous rappellerai qu'à la fin des poètes, le dernier chapitre s'appelle « Elsa entre dans le poème ». Disons « Elsa entre dans l'entretien ». Volontiers. Une seconde. Vous savez, je crois finalement, en pensant à ces 10 entretiens, que c'est vous qui auriez dû les faire,
Parce que vous pouvez percer les secrets. Je n'ai pas essayé de percer les secrets d'Aragon, ils sont à lui, mais j'ai l'impression que vraiment, il n'y a que vous qui le connaissiez bien et vous seul au monde. Premièrement, je dois dire qu'il est beaucoup plus facile d'entrer dans le poème que d'entrer dans la vie réelle. Pour ce qui est du secret, je ne sais même pas très bien de quoi vous parlez. Je parle d'une terre inconnue à tout autre qu'à vous, d'Aragon, et je parle d'une autre chose, d'une organisation de ce secret dans votre œuvre. On ne trouve pas dans vos écrits de portrait d'Aragon. En tout cas, il y a un grand déséquilibre entre la place que vous tenez dans sa poésie et la place qu'il tient dans vos écrits. Mais vous avez peut-être remarqué que je n'écris pas de poèmes et que dans les romans d'Aragon, je n'apparais jamais. Ça tient au fait que ni lui ni moi, nous ne nous racontons dans ce que nous écrivons, dans nos romans, je veux dire. Nous n'écrivons pas de romans à clé, nous n'écrivons pas de romans autobiographiques. C'est ainsi, ce n'est ni un bien ni un mal, c'est un fait. Je n'ai aucune raison, je ne sais même pas par quel bout je m'y prendrai pour brusquement introduire Louis dans mes romans. Je veux dire qu'on a l'impression d'en savoir beaucoup plus sur vous grâce à Aragon qu'on en sait sur lui grâce à vous. Mais je veux que vous répétez que ça tient au mode d'expression. Il est tout à fait naturel que le poème lyrique, qui est souvent dédié à l'amour, parle de moi. Ce qui expliquerait que lorsque vous lisez un poème d'Aragon ou que vous voyez votre nom servant de titre à ces poèmes, vous pensez avant tout au poème et pas du tout à une effraction, à une trahison d'un secret intime. Ah non, jamais. Je dois vous dire que j'ai été assez étonnée par une question d'une amie à moi qui est la femme d'un peintre qui l'a beaucoup peint. Elle a servi de modèle à la majorité de ses tableaux. Elle m'a dit « Comment est-ce que ça ne te gêne pas d'être tout le temps présent dans des poèmes d'amour ?» Je lui ai répondu « Toi, ça ne t'a pas gêné d'être peinte, habillée et nue par ton mari. C'est exactement la même chose, parce que ça s'arrête là. Ce que le peintre veut dire est après tout assez extérieur. Les véritables relations du peintre avec son modèle ne sont pas peintes, pas plus que dans la poésie d'Aragon ne sont peints nos rapports. Quels sont vos projets? Et quand je dis vos, ce sont des vôtres et des siens que je veux parler. Il se trouve qu'en ce moment, je m'apprête à faire deux choses collectives. D'une part, de la poésie russe avec toute une équipe de poètes français qui travaillent, ne sachant pas le russe, qui travaillent avec des professeurs à la Sorbonne du russe et avec moi-même pour la traduction de la poésie russe depuis le XVIIIe siècle, et une autre œuvre collective, si vous voulez, avec Aragon, qui s'appellera l'œuvre romanesque croisée d'Elsa Triolet et Aragon. Ah, alors vous n'écrivez pas de roman? Ah si. Vous voyez, vous ne savez pas tout ce que vous faites. Oui, mais alors s'il fallait tout énumérer, ça serait vraiment trop. Je traduis aussi Khlyabnikov et de faire tant de choses à la fois, d'avoir tout commencé, mené à moitié, à trois quarts. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à bout de rien. Alors, revenons aux œuvres croisées. Qu'est-ce que c'est que les œuvres croisées? Quand est-ce que cela doit sortir? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est premièrement une grande chance, pour moi du moins. J'ai l'impression que ainsi on ne pourra pas nous séparer. Ce sont nos œuvres complètes romanesques, uniquement, tous les romans d'Aragon, tous les miens, qui paraîtront en se croisant, c'est-à-dire, je commence par moi puisque c'est ainsi dans ces œuvres, tome 1, Elsa Triolet, tome 2, Aragon, tome 3, Elsa Triolet, tome 4, Aragon, etc., pour qu'on ne puisse pas nous séparer et mettre toutes les œuvres d'Aragon ensemble
et toutes les miennes ensemble. Vous voulez être sur le même rayon avec les Nous numéros voulons qui suivent. Avec les numéros qui se suivent. Parce que nous nous méfions de ce qu'il y aura après nous et même de notre vivant. Ce sont des œuvres qui paraîtront uniquement par souscription, en livraison tous les 3 mois. Bref, comme il y a 32 volumes, ça fait quelque chose comme 2 ans. Et je voudrais vivre jusque-là. Je ne voudrais pas mourir avant. J'ai peur des accidents et simplement de l'âge. Eh bien, voyez, là, je parlerai d'Aragon, puisque chaque volume aura une préface. Et en réalité, c'est ça qui nous amuse le plus. C'est de faire ces préfaces, de nous rappeler les circonstances dans lesquelles le livre a été écrit et comment il va se croiser avec le roman à côté. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile à faire, parce que moi, j'écrivais tout d'abord en russe et j'ai commencé à écrire plus tard qu'Aragon. Alors, dans le temps, c'est difficile à croiser ces œuvres, mais c'est souvent très possible par l'essence même de l'œuvre. Là, on verra l'interaction alors. L'interaction, bien sûr, il règne à certains moments une certaine atmosphère dans la maison. Nous participons tous les deux de cette atmosphère. Ça donne des choses, des œuvres tout à fait différentes. Aragon écrit Le Fou d'Elsa et moi j'écris L'Âme. Mais on est quand même dans le même bain. C'est croisé par là, et c'est peut-être ça notre secret, parce qu'on n'a pas l'air de s'en apercevoir quand on lit ce que nous avons écrit. Il faut le découvrir, oui. C'est ça qu'il faut découvrir, si c'est intéressant de le découvrir. Je ne sais pas, ça ne s'impose pas. Ça ne fait pas mieux comprendre ni l'œuvre d'Aragon ni la mienne, probablement. Mais en tout cas, nous avons, par exemple, écrit en même temps Aragon Aurélien et moi le Cheval Blanc. Et ces œuvres qui n'ont absolument rien à faire l'une avec l'autre sont quand même parentes. Disons que quand vous allez parler d'Aragon et de vous, ce sera une autobiographie littéraire et non pas une autobiographie tout court. Oui, quand on nous a demandé de faire des préfaces pour chacun des volumes, je me suis précipitée à le faire avant la date fixée, parce que j'ai toujours une angoisse de ne pas savoir faire, de ne pas attraper l'oiseau. Alors, j'ai pensé à ce que disait Mayakovsky, qui a eu beaucoup d'influence sur ce que j'ai écrit. Dans son autobiographie, il dit qu'il n'y parlera que de ce qui est devenu un dépôt de mots, ce qui s'est réalisé dans ce qu'il a écrit. Et c'est à partir de ce principe que j'ai commencé à écrire cette préface au premier volume. Mais vous en avez le manuscrit là, vous n'osez pas lire quelques lignes. Si, je veux vous en lire un tout petit bout. Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur, à toi et à moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé et réussi à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant. Les morts sont sans défense. Alors nos livres croisés viendront noir sur blanc, la main dans la main, se poser à ce qu'on nous arrache l'un à l'autre. De nos jours, notre avenir à tous est douteux, louche, éphémère, moins certain encore que l'espoir, mais il faut bien faire comme si l'on veut vivre autrement qu'au fond du malheur. On se bat contre les maladies dites incurables et un jour on trouve, on a même toujours trouvé. Notre avenir est peut-être bien curable. On aura été de ceux-là qui ont cherché, quitte de nous tromper, à en périr. Et nos livres se mettent à le dire peu à peu, indirectement, directement, suivant notre destin, nos horizons enchevêtrés dans la vie. Tout ça est un peu triste. Alors, on va tout de même laisser le dernier mot à Aragon. Eh bien, c'est ainsi que vont se terminer, mon cher Crémieux, nos entretiens sur la voie d'Elsa. À ce moment de notre double et simple vie, où cette entreprise singulière dont elle vient de parler va nouer à jamais, pour quand nous ne serons plus là, l'expression de ce qui fut notre vie et ses pensées. Nos œuvres romanesques croisées, pour nous deux, seront comme un lien indestructible dans les bibliothèques,
comme une manière de monument où nous serons pour toujours, ainsi que le dit Elsa, deux gisants. Et que ceci, que je reprends directement à sa lèvre, soit ici l'image terminale de ces entretiens, la démonstration de ce que je dois à celle dont ma gloire sera d'être pour les autres le fou. C'est ainsi que s'achève la série des entretiens avec Aragon, une émission de Francis Crémieux. Assistant de réalisation, Gilbert Maurice Duprez. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 janvier 1964. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.